le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 60. Savez-vous quel est le 60e meilleur album de tous les temps, selon le classement de décembre 2023, le plus récent du magazine Rolling Stone? La réponse est Astral Weeks de Van Morrison, sorti en 1968. J'ai découvert cet album ce matin. 8 morceaux, 47 minutes. Je vous le recommande. Au sommaire de l'émission ce soir, Benjamin Netanyahou ne balaye pas d'un revers de la main les négociations en cours entre les États-Unis et l'Iran. Il a confié à Donald Trump son scepticisme. De son côté, l'ambassadeur d'Israël en France annonce que Jérusalem privilégie l'option diplomatique avec l'Iran. Qu'en pensent les débatteurs? Réponse dans une poignée de secondes. Le tour de l'info du soir est aussi épicé que la vraie harissa artisanale tunisienne. On va se régaler. Marine Le Pen connaîtra le 7 juillet son sort judiciaire et donc politique. Les juges ont-ils déjà flingué l'élection présidentielle de 2027? Débat à 21h. La jeunesse juive française est-elle de plus en plus de droite? Interview du tac au tac avec Julia Jakubovic, candidate UDR RN à la mairie du 9e arrondissement de Paris. Beau programme, beau casting, beau plateau, belle émission. Coup d'envoi du match dans 3, 2, 1, c'est parti. Ça se débat, saison 1, épisode 60 en compagnie de Raphaël Becache. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Raphaël. Comment allez-vous? Très bien, très bien. C'était une belle semaine. Pour commencer cette émission, je vous propose de jouer à un petit jeu. Très bien. Et vous allez tous jouer à ce jeu, je vous préviens messieurs à Paris, et votre camarade David Antonelli que je salue directement. Mais on commence avec vous, Raphaël. Qui a prononcé cette phrase qui va s'afficher? Je respecte profondément mes amis de gauche et je sais tolérer les désaccords. Je ne comprends pas ceux qui votent pour quelqu'un dont on ne peut se fier à chaque parole. Hier, Golan, à mon avis, a des opinions dangereuses. Mais ceux qui votent pour lui savent à quoi s'attendre. Bennett a détourné des voix de la droite vers la gauche et je pense qu'il va maintenant détourner des voix de la gauche vers la droite. Qui est-ce? Bonne question. Peut-être quelqu'un un peu de droite, Smotrich, je ne sais pas. Bravo. Super. Très content. Bezalel Smotrich, un point pour vous. Raphaël Becache, c'est le seul point que vous pouvez gagner, donc vous avez gagné Voilà, Bezalel Smotrich, bien joué. Vous aviez vu l'information? Non, vraiment pas. Bravo. Pour le coup. David Antonelli, comment allez-vous? Très bien. Qui a prononcé cette phrase? À tous ces manifestants dehors, allez manifester devant l'ambassade iranienne. Dans un contexte de manifestation, non. Il n'y a pas d'ambassade iranienne en Israël. Non, c'est quelqu'un qui est ici en Israël ou c'est une personnalité israélienne qui était à l'étranger, qui a subi des manifestations contre lui dans le pays qu'il a accueilli pour une visite importante. Et il s'est adressé à la foule et en disant « Allez manifester devant l'ambassade iranienne ». Ah, j'ai vu la vidéo en plus. Mais je me souviens plus qui c'est. C'est une personnalité qui est censée être au-dessus des partis, le président israélien. Le président israélien, oui, c'est Yitzhak Herzog. Exactement. Yitzhak Herzog qui a prononcé cette phrase depuis Melbourne. Il était dans un événement communautaire juif, il y avait des manifestants devant et il a déclaré cette phrase. Bonsoir Jean Messia, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, ça va très bien et vous-même? Ça va. Je vous remercie. Vous vous prêtez au jeu également de la petite phrase? Allez-y. Qui a prononcé cette phrase? Le Royaume-Uni a été colonisé par les immigrés, n'est-ce pas? Je veux dire, la population du Royaume-Uni était de 58 millions en 2020. Maintenant, elle est de 70 millions. Cela représente 12 millions de personnes. Une réponse? Si c'est pas Nigel Farage, c'est quelqu'un de très bien. C'est pas Nigel Farage, mais c'est quelqu'un qui se rapproche de lui. Il s'agit de Jim Ratcliffe, qui est le copropriétaire de Manchester United et de l'OGC Nice. Alors, face au tollé et aux demandes d'excuses de grandes personnalités politiques au Royaume-Uni, il a déclaré ensuite « Je regrette les mots que j'ai choisi d'utiliser. Ça a pu offenser certaines personnes au Royaume-Uni et en Europe et créer l'émotion. Mais, écoutez bien, il est important de soulever la question d'une immigration maîtrisée et bien gérée au soutien de la croissance économique. » Fin de citation.
Bonsoir Marc Lefebvre, bienvenue dans Ça se débat. Je déteste les lâches. Bonsoir. Vous vous prêtez au jeu également avec nous de la petite phrase? J'ai le choix. Allez-y. Non, vous n'avez pas vraiment le choix. Que les autorités soient d'accord ou non, pas un seul étudiant de yeshiva, pas un seul n'ira dans l'armée. Qui a prononcé cette phrase? Bon, ce n'est pas les rabbins qui manquent pour prononcer ce genre de phrase. Vous avez le choix. Exactement. C'est le rabbi Dov Lando, le chef spirituel de Degel HaTorah, les orthodoxes lituaniens non chassidiques. Donc voilà, c'était un petit tour de l'actualité à travers ce petit jeu des phrases. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « Donald Trump abandonne-t-il Israël face au danger iranien ?» Vous êtes d'accord à 56% avec Alexandre Bensoussan, un match serré. Et à la question « Le Hamas autorisé à conserver des armes légères dans le cadre du plan américain, est-ce qu'on marche sur la tête ?» Vous êtes d'accord à 93% avec Mathieu Alterman, un match pas du tout serré. Passons tout de suite au premier débat de cette émission. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, a déclaré ce matin sur RFI qu'Israël préférait une solution en Iran par les voies diplomatiques. De son côté, Benjamin Netanyahou a exprimé son scepticisme à Donald Trump quant à la nature de tout accord avec l'Iran. Ces annonces ont inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé cette question aux débatteurs du soir. Israël a-t-il raison de privilégier la diplomatie à la guerre face à l'Iran? Marc Lefebvre a répondu oui et David Antonelli a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 60, face à face numéro 1, c'est parti. Marc Lefebvre, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un des membres fondateurs de Shalom Arshav. Alors je vous explique le principe. Vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Personne ne peut vous couper la parole pendant cette minute. Elle est sanctuarisée. Et David Antonelli répondra ensuite, lui, avec 5 minutes. Vous êtes prêt, Marc? Je suis prêt. Marc, c'est à vous. On vous écoute. Écoutez, je pense que Israël, en fait, n'a pas le choix. C'est pas Israël qui a les cartes en main. Donc cette question est un peu bizarre. Israël, en tout cas le gouvernement Netanyahou, ayant refusé toute option politique à la crise israélo-palestinienne, se retrouve complètement dépendant du bon vouloir de Donald Trump. Et il n'a aucune marge de manœuvre par rapport à ce qui se passe. Donc je suis assez surpris d'entendre l'ambassadeur d'Israël en France dire qu'Israël préfère la négociation. Israël n'a pas le choix pour le moment. Et Netanyahou, son Premier ministre, dit exactement le contraire. Et il dit bien que c'est pas son choix de prédilection. Donc on est face à une situation où, ayant choisi de se désarmer politiquement en refusant toute option politique de sortie de la crise entre Israéliens et Palestiniens, Israël est désarmé et est soumis au bon vouloir des États-Unis. Merci. David Antonelli, c'est à vous. Alors pour ma part, je préfère oublier l'idée qu'Israël est point main lié. Nous avons prouvé le contraire depuis le 7 octobre. Et si Dieu nous en préserve, il y avait une véritable menace qu'Israël sera en danger de mort et que l'Iran sera en passe d'avoir l'arme atomique et de commettre l'irréparable, eh bien Israël interviendra. Avec l'accord ou non des Américains, on sera libre de pouvoir stopper l'Iran. Et nous le ferons avec l'aide de Dieu, bien évidemment. Maintenant, concernant l'aspect diplomatique, je suis sceptique aussi, Raphaël, comme notre Premier ministre, parce que les Iraniens ont montré depuis des décennies qu'ils arrivent à mener tout le monde en bateau. Depuis les accords d'Obama, on en avait parlé il y a quelques semaines. Et donc, pendant que certains parlent, eux, ils gagnent du temps. Ils avancent sur le nucléaire et sur les missiles balistiques. Donc, il faut comprendre dans ce pays, dans cette région, qu'on ne supprime pas certaines menaces par des paroles, mais par la véritable dissuasion et par des véritables actions qui vont les mettre hors d'état de nuire. Merci beaucoup, David Antonelli. Raphaël Beccach, je commence avec vous. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Marc à Paris ou avec David ici en plateau? Alors, je dois dire que je suis plus d'accord avec Marc, mais surtout, il a peut-être plus répondu à la question. La question, c'est pas ce qu'on ferait s'il y a un risque, évidemment, pour l'État d'Israël. Là-dessus, on est tous d'accord. Mais on n'est plus dans la même situation. Pas le monsieur à Paris. Monsieur à Paris est d'accord aussi. Mais nous ne sommes plus dans la même situation. Nous ne sommes plus dans la même situation dans laquelle nous étions au début de la guerre des 12 jours. Et c'est justement ce que Trump essaye de prendre en compte aujourd'hui. Israël a aussi montré sa volonté, malgré tout, d'arriver dans des voies diplomatiques, aussi à cause du coût
qu'à, au final, une guerre. Je rappelle les morts qu'il y a eu pendant cette guerre des 12 jours, les endroits qui ont été détruits. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur. Moi, je viens de Beersheva, à côté de Soroka. On a bien entendu le missile quand il est tombé à côté de chez nous. Israël veut éviter ça et pense pouvoir éviter ça. Est-ce que Trump et Israël ont raison? C'est une autre question. C'est des questions géopolitiques extrêmement larges. Mais si nous pouvons réussir à avoir nos objectifs par des voies diplomatiques, c'est bien évidemment préférable. Benjamin Netanyahou a ajouté de son côté que si un accord était conclu, il devait inclure la question du nucléaire, des missiles balistiques et des intermédiaires de l'Iran. Jean Messias, c'est un vœu pieux. Évidemment, je pense que, si vous voulez, dans l'absolu, toute personne raisonnée et raisonnable souhaiterait évidemment la voie de la diplomatie, la voie de la parole, à la voie de la violence et des armes et de la guerre. Le problème, si vous voulez, c'est que pour faire la guerre, pour faire la paix, pour faire la guerre, c'est très simple. Si votre ennemi en face ne cherche pas la paix et son seul objectif, c'est de vous détruire, de vous annihiler, parce qu'il ne reconnaît même pas votre droit à vivre en tant qu'État, la diplomatie devient un chemin particulièrement difficile, sinon impossible. Or, c'est le cas de l'Iran. Le rêve intime de l'Iran, c'est de rayer Israël de la carte. C'est pas de trouver un modus operandi, c'est pas de trouver un accord de paix qui permettrait une reconnaissance mutuelle et qui permettrait des relations apaisées, commerciales, touristiques, etc. Le pouvoir iranien considère que le juif n'a pas le droit d'exister dans une terre qui s'appelle Israël. D'ailleurs, ils ne parlent même pas d'Israël eux-mêmes, puisque les Iraniens, comme leur proxy Hamas et Hezbollah, parlent d'entité sioniste. Merci Jean. C'est-à-dire qu'ils n'osent même pas prononcer le mot d'Israël. Comment voulez-vous que la diplomatie ou un futur traité puisse être crédible, puisse être plausible dans de telles conditions? Donc effectivement, si la paix n'est pas possible, si la diplomatie est infructueuse, malheureusement, la seule solution, c'est la guerre. Mais ce n'est pas de le vouloir, c'est juste que c'est comme ça que ça s'impose. Marc Lefebvre, si les États-Unis doivent encore négocier avec l'Iran sur le nucléaire et les missiles balistiques, c'est que la guerre des 12 jours qu'on a vécue dans notre chair ici en Israël n'a pas permis d'atteindre les objectifs fixés, et même les annonces post-guerre étaient peut-être des mensonges ou ont été surévalués. Écoutez, moi je suis frappé et un peu attristé par les rodomontades de Donald Trump, parce que quelque part, ce qu'il est en train de faire, parce qu'il n'a pas vraiment le choix, compte tenu de ses partenaires arabes qui le poussent à une non-intervention militaire, en fait, il s'oriente vers un accord du type de celui qui avait été conclu par Obama et qu'il avait vertement dénoncé, que Netanyahou avait dénoncé, mais je ne vois pas dans l'état des informations actuelles un accord qui se profile, qui soit fondamentalement différent de celui que Obama avait conclu avec l'ensemble des pays européens. Donc tout ça me paraît simplement l'échec d'une politique. Et en plus de ça, il y a un paramètre qui est complètement absent, parce qu'on n'arrête pas de parler de l'enrichissement d'uranium, mais en fait, la filière la plus discrète et la plus efficace pour fabriquer une arme nucléaire, c'est avec un réacteur de recherche, un simple réacteur de recherche, du type du petit réacteur de recherche qui est dans la banlieue de Téhéran ou du réacteur d'Arak qu'on connaît. Vous consommez du combustible, vous le retraitez ensuite derrière et vous extrayez du plutonium pour avoir une bombe plus petite et plus facile à embarquer qu'une lourde bombe à l'uranium. Donc, toutes ces discussions actuellement me paraissent être d'un amateurisme absolument affligeant et je ne vois pas comment, par ce type de démarche, on arrivera à sécuriser la région. Raphaël Beca, je vous accorde le mot de la fin sur ce débat. Je veux reprendre ce que vous avez posé à Marc. Effectivement, on a eu des discours à la fin de la guerre des 12 jours et à la fin de la guerre de glaive de fer absolument tonitruantes de la part du gouvernement. Malheureusement, on voit aujourd'hui la réalité. C'est loin défini. On a loin d'avoir fait le travail. Et malheureusement, on a beaucoup de mal à avoir cette confiance avec notre gouvernement. Merci à tous les quatre pour ce premier débat
consacrée à l'Iran, au nucléaire iranien, aux missiles balistiques et à ces négociations et à cette déclaration qui peut paraître quand même surprenante de l'ambassadeur d'Israël en France. Passons maintenant au tour de l'info. Marc Lefebvre, nous faisons un tour de table. Je vais lire à chacun une information publiée dans la presse aujourd'hui. Je commence par votre information. Vous êtes notre nouvel invité dans cette émission. Le mot « massacre » a été retiré à la demande du cabinet du Premier ministre du titre d'un projet de loi établissant une commémoration annuelle de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, ce qui a indigné les familles endeuillées qui ont accusé le gouvernement de tenter d'effacer, je cite, l'histoire et d'échapper à ses responsabilités. Marc Lefebvre, on vous écoute à ce sujet. C'est l'évidence. C'est l'évidence que depuis le début, Netanyahou mobilise toutes ses forces, toute son énergie et toutes les ressources de son environnement pour masquer sa responsabilité. Donc, et on est maintenant dans l'indécence. Et une indécence qui donne envie de vomir. Et quand on écoute les familles endeuillées et leurs réactions, et pas seulement les familles endeuillées, l'ensemble des Israéliens, tout ça est une supercherie qui est assez pitoyable. Et je vois pas ce qu'on peut dire de plus. C'est méprisable, c'est pitoyable, c'est du niveau auquel est tombé le Premier ministre actuel. Il y a toutes ces tentatives d'extraire des protocoles, des séquences de phrases pour atténuer sa responsabilité. Tout ça il y aurait tellement d'autres choses à faire actuellement pour améliorer la situation de la population israélienne que de mobiliser toute son énergie, toutes ses ressources, toutes les ressources de son entourage pour masquer sa culpabilité, masquer sa responsabilité, masquer les compromissions avec le Qatar. Donc tout ça est vraiment désolant, et désolant surtout pour la population israélienne. David Antonelli, pourquoi vouloir retirer le mot massacre qu'on emploie ici sur cette antenne ? Le 7 octobre, le Hamas a commis un massacre. Je n'ai pas les éléments Donc, c'est incompréhensible. Voilà, c'est assez incompréhensible. Et je veux dire, avant véritablement de dire ce que j'en pense, je ne sais pas pourquoi voilà, ce mot-là précisément a été retiré. Qu'est-ce que, que ce soit Netanyahou ou d'autres, ont vu par rapport à ce terme-là en hébreu? Qu'est-ce qui pourrait gêner? J'en sais rien. Moi, ça me paraît assez incompréhensible. Par contre, tellement évident. Je pense que... une fois de plus, on fait un petit peu trop le procès de Netanyahou et c'est obsessionnel. Je veux dire, à un moment donné, Netanyahou... C'est pas obsessionnel dans le mot massacre ? Non, de sans arrêt de mettre une cible sur Netanyahou, quand c'est des personnes en Israël ou en France, je pense qu'on a suffisamment d'ennemis et le 7 octobre est arrivé parce qu'il y a ce type de discours. C'est lui qui a créé cet événement, c'est lui qui a changé le massacre. Personne. Je ne parle pas de ça, je parle sans arrêt de dire... Non, c'est pas de ça qu'il parlait à Paris. À Paris, il paraît que Netanyahou, c'est le diable en personne, il est responsable de tout le malheur en Israël, il est responsable du 7 octobre, il est responsable... Pourquoi Netanyahou a voulu changer le mot massacre ? Non, mais c'est pas... Après, il est parti sur autre chose. Je sais très bien de quoi je parle, donc c'est pas la peine de me reprendre. Je sais très bien ce qu'a dit le monsieur à Paris, donc je le reprends sur ce qu'il a dit après. Sur le truc de massacre, je dis que moi aussi, c'est incompréhensible. Maintenant, sans arrêt de mettre une cible à Netanyahou, je pense que nos ennemis le font suffisamment et ils profitent chaque fois de ces divisions entre nous et de cette obsession sur lui pour avoir fait le 7 octobre. Yehia Sinwar a attendu d'avoir une société israélienne divisée, fracturée, et qui en avait que contre Netanyahou pour justement taper le 7 octobre. Il faut arrêter avec ça. On le verra que c'est qui est responsable du 7 octobre. Les responsables du 7 octobre, ils sont tous les échelons. Et d'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Dans ce pays, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de entre l'appareil sécuritaire et l'appareil politique, à un moment donné, il y a les deux. L'appareil sécuritaire interfère trop dans le politique. Et c'est souvent des gens de gauche qui sont justement à ce niveau-là. C'est pas des gens de droite. J'ai un ami à Eli, vous savez, qui a travaillé 20 ans dans les services de sécurité, qui était proche de certaines personnes. Il m'a dit, David, les murs de l'état-major de Tzal transpirent la gauche, du Mossad, du Shabak. C'est pas Netanyahou. C'est ces gens-là qui ont foutu le bordel. Alors, le mur de gouvernement transpire la droite. Je vous le dis, c'est pas Netanyahou. Les responsabilités sont longues et on fera les comptes à la fin. Je vous le dis. Raphaël Bekkach, votre information. On reste en Israël.
le projet de loi du chef de l'opposition Yair Lapid visant à reconnaître le Qatar comme État ennemi sera soumis au vote du comité ministériel de la législation ce dimanche. Selon ce texte, la loi stipulerait que le Qatar serait défini comme un État ennemi et que toutes les dispositions applicables aux États ennemis en droit israélien lui seraient applicables. Est-ce une bonne loi ? C'est une bonne loi, elle paraît évidente. Je dois trouver ça un peu rigolo que ce soit Lapid qui fait cette loi-là. Il est aussi touché autant que Netanyahou là-dessus dans les histoires de relations avec le Qatar. Alors lui, il n'était pas le Premier ministre et c'est pas ses adjoints, mais il a aussi rencontré des gens du Qatar. Donc c'est un peu amusant que ce soit lui qui propose ce type de loi. Par contre, c'est évident que le Qatar est un État ennemi. Sans défendre Yair Lapid, sans défendre personne, à ce moment-là, au moment où Yair Lapid rencontre des responsables du Qatar, le Qatar est un acteur incontournable dans les négociations pour la libération des otages. Oui, mais un tweet juste derrière de Yair Lapid vient dire que le Qatar est le meilleur négociateur. C'est quand même quelque chose de problématique aussi, de la même manière que ce qu'on a vu au sein du gouvernement et avec l'affaire qu'on a en ce moment d'une corruption au sein quand même du Premier ministre. Mais évidemment, le traiter comme un ennemi, c'est ce qu'il doit être. Le Qatar est un ennemi, il met beaucoup d'argent pour attaquer Israël et nous devons réagir comme il se doit. Jean Messia, que pensez-vous de ce projet de loi ? Je trouve que c'est un peu exagéré parce que il faut se rappeler que le Qatar a été parmi les premiers pays du Golfe, sinon le premier pays du Golfe en 1995 à avoir un bureau de représentation israélien donc à Doha et vice-versa. Donc c'est un pays qui reconnaît à moitié Israël depuis 1995, bien avant les accords d'Abraham. Maintenant, si vous voulez, la solution avec le Qatar et son financement, notamment du Hamas, nécessite peut-être qu'on adopte des gants de velours et non pas qu'on y aille à coups de hache. Voilà, donc il faut juste, je pense qu'Israël explique que le financement du Hamas ne doit plus être instrumentalisé, si vous voulez, pour faire valoir une forme de suprémacisme qatari dans la zone. C'est un peu à Israël, si vous voulez, de dompter, de dresser les relations, puisqu'en fait, le Qatar n'a été fort que des faiblesses israéliennes et notamment de la volonté d'Israël de diviser les Palestiniens en faisant monter le Hamas à un certain moment, notamment la gauche. Donc il faut arrêter avec ça. Le Hamas est un ennemi d'Israël. Il faut couper la pompe de financement. Il faut expliquer au Qatar qu'il n'a plus désormais à financer le Hamas et les choses se rétabliront. Et si le Qatar refuse et cherche à contourner cette nouvelle règle, alors il pourra évidemment être question d'interrompre les bureaux de représentation et de déclarer le Qatar comme État ennemi, puisque finançant un ennemi d'Israël, il devient par voie de conséquence un État ennemi de l'État d'Israël. Marc Lefebvre, je vous écoute à ce sujet. En tant que chef de l'opposition, Yair Lapid, ce qu'il fait, c'est de bonne guerre. Actuellement, l'entourage, ça fait quand même des mois que l'entourage le plus proche de Benjamin Netanyahou est sous enquête parce qu'ils se sont compromis avec le Qatar. Vous imaginez un pays en temps de guerre où le bureau de communication du Premier ministre reçoit des subsides et reçoit de l'aide financière d'un pays comme le Qatar. C'est un scandale absolu. Imaginez une seconde que le 7 octobre, ce ne soit pas un gouvernement Netanyahou, mais qu'il y ait eu un gouvernement Lapid-Bennett, comme il y avait eu 1 an et demi avant. Mais il n'aurait pas tenu une semaine avec le scandale, avec tous les scandales qui ont été révélés depuis. Le Likoud aurait déchaîné ses manifestants dans la rue et le gouvernement n'aurait pas tenu. Donc on est actuellement dans une situation où il y a un gouvernement qui est corrompu jusqu'à la moelle. Alors maintenant, on s'amuse, maintenant on vient nous dire que l'armée est de gauche. L'armée, les outils de défense, les gens qui sont dans la défense sont au contact des réalités du conflit. Ils sont au contact des réalités du conflit. Ce ne sont pas des va-t-en-guerre de derrière. Ils sont en première ligne. Et donc, ils voient quels sont les paramètres du conflit et ils voient comment un conflit peut être, à terme, résolu. Et donc, c'est pour ça que c'est parmi les responsables de la sécurité qu'il y a le plus de gens qui sont
en faveur d'une solution politique parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit actuel dans lequel nous sommes embourbés. Donc actuellement, c'est de bonne guerre de la part de Lapid de dénoncer et de mettre en lumière les compromissions de l'entourage de Netanyahou avec le Qatar. Donc vous croyez que s'il y avait une solution politique, il n'y aurait pas eu de 7 octobre ? Vous croyez sincèrement qu'en face, le degré de fanatisme ne va pas bien au-delà, et le degré de haine d'Israël, et le degré de haine du juif ne va pas bien au-delà de la volonté de faire la paix? Vous êtes bien naïf. Messieurs, il reste 30 secondes. Je sais très il bien, reste 30 secondes avant la pub. Je sais très bien qui nous avons en face. Je sais très bien qui nous avons en face. Merci. Et je sais très bien que la meilleure façon de désarmer l'extrémisme au sein de la population palestinienne, c'est de créer de l'espoir au sein de cette population palestinienne et pas de créer du désespoir. Merci. Et une information qui vient de tomber, Donald Trump a déclaré Herzog devrait avoir honte de ne pas avoir accordé la grâce à Benjamin Netanyahou. Restez avec nous sur i24 News. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Israel Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israel Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israel Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israel Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir, c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulance, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Certains achètent un bien, nous détectons les opportunités. David Jamie Group, l'expérience au service de ceux qui veulent investir autrement. Aujourd'hui, Dubaï explose. Croissance exceptionnelle, fiscalité avantageuse, sécurité incomparable et une rentabilité unique au monde. Entourés des meilleurs experts, nous chassons sur place et à vos côtés les opportunités les plus prometteuses. À Dubaï, mais aussi à Miami, Tel Aviv et Paris. Vous voulez investir intelligemment? Sécuriser votre avenir dans les plus belles villes du monde? David Jamie Group, Real Estate Opportunities. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia? Félicitations! Vous avez un téléphone? Parfait! Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. Parce qu'au Moyen-Orient, chaque jour qui passe écrit l'histoire. Parce qu'ici, tout va plus vite, tout s'amplifie. Parce que vous informer, c'est notre ADN. La grande édition, votre rendez-vous quotidien
et en direct. Du dimanche au jeudi sur i24 News. De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Marc Lefebvre, Jean Messia, Raphaël Becache et David Antonelli. On parlait avant la publicité de cette déclaration de Donald Trump sur la grâce présidentielle. Il a également déclaré quelque chose sur le sujet que nous évoquions à l'instant. L'Iran, il lance un ultimatum. L'Iran doit accepter l'accord dans un délai d'1 mois environ, faute de quoi il y aura de graves conséquences. Messieurs, on en reparle dans 1 mois. Jean Messia, on continue ensemble le tour de l'info avec votre information. Un article de nos confrères du Monde. Le nombre d'actes antireligieux s'est maintenu à un niveau similaire en 2025 à celui de 2024, avec un total de 2489 faits recensés, dont plus de la moitié étaient des actes antisémites, a annoncé jeudi 12 février le ministère de l'Intérieur. Les actes antisémites ont diminué de 16% à 1320, ce qui reste un niveau historiquement élevé, tandis que les actes anti-musulmans ont bondi de 88% à 326. Un total de 843 actes anti-chrétiens ont été recensés, soit une hausse de 9%, précise le ministère dans un communiqué. Jean Messia, on vous écoute. La question, c'est de savoir d'où viennent ces actes anti-religieux. Qui commet des actes antisémites en France? Qui commet des actes anti-chrétiens en France? C'est toujours soit, si vous voulez, certaines immigrations, des individus issus de certaines immigrations arabo-afro-islamiques, soit leurs collaborateurs que sont la gauche et l'extrême gauche, les antifas, on va dire. Voilà, donc le drame, il est là. Après, vous avez évidemment des actes anti-musulmans qui n'existaient pas jusqu'à il y a peu, mais c'est aussi, quelque part, en réaction. Il faut bien sûr le condamner, parce que le but, c'est pas d'avoir des spirales de violence où il y a des guerres de religion, si vous voulez, qui enflamment notre territoire et qui sont de sinistre mémoire s'agissant de la France. Mais c'est vrai que quand vous avez toujours les mêmes profils, ou à peu près, qui sont les auteurs d'actes antisémites et antichrétiens, eh bien, il y a des tentations qui se créent d'aller se faire justice soi-même et d'aller attaquer. Qu'il faut condamner, et donc évidemment. Ça, il faut mettre fin. Bien sûr. Il faut mettre fin à cette spirale de la violence. Je crois que l'État doit, pour le coup, exercer le monopole de la violence légitime et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui essayent de foutre le feu religieux en France. Le problème, c'est aussi que l'État ne punit pas assez sévèrement les auteurs de ces actes antisémites et de ces actes antichrétiens qui, pour la plupart, restent impunis ou alors de manière pusillanime sanctionnés. Et nous condamnons évidemment tous les actes anti-religieux commis, quelle que soit la religion. Marc Lefebvre, je poursuis ma lecture de cet article du Monde. Depuis 25 ans, les actes antisémites n'ont jamais été aussi élevés que pendant les 3 dernières années, dans un contexte de forte hausse à la suite de l'attentat du 7 octobre 2023, note le ministère. Entre 2023 et 2024, ces actes avaient été multipliés par 4. Au total, les actes antisémites ont compté pour 53% de l'ensemble des faits anti-religieux, alors même que les Français juifs, estimés entre 450 000 et 500 000, représentent moins de 1% de la population du pays. Comment vous réagissez, Marc Lefebvre, en découvrant ces chiffres ? Ce chiffre ne sont pas nouveaux, c'est une accentuation d'une tendance qui existe déjà depuis longtemps. Simplement, sur la scène française, sur la scène sociétale et politique, on récolte ce qui a été semé. Ce qui a été semé par les forces politiques extrémistes, qu'elles soient de droite ou qu'elles soient de gauche, qui exacerbent les tensions
entre les différents secteurs de la population française, qui cherche en permanence à essentialiser les Français en les ramenant à leurs origines et en abrogeant complètement, en évacuant complètement le discours de citoyenneté républicaine. On a importé en France le conflit du Proche-Orient, on l'a manipulé, on l'a instrumentalisé et on en récolte les fruits, que ce soit de l'extrême gauche ou de toute façon de l'extrême droite qui de toute façon ramène aussi toujours les gens à leurs origines ethniques ou religieuses. Donc plutôt que de faire en sorte que la République française soit une république où les citoyens soient tous traités de la même façon, le fait d'essentialiser et de ramener des gens à une identité supposée essentielle et primordiale et prioritaire, on récolte effectivement les conflits qu'on a avec tous les faibles d'esprit qui seront attirés par la vengeance, par le règlement de compte, et un discours raisonnable et un discours de raison et de discipline républicaine doit être repris par beaucoup plus de partis qu'elles ne le sont actuellement. Merci beaucoup, Marc Lefebvre. David Antonelli, votre information, un article de nos confrères du Parisien. Pierre Sablé. Vous avez entendu parler de Pierre Sablé ? Pierre Sablé, oui ? Un petit peu. Pierre Sablé est complètement gaga de sa fille, comme tous les papas du monde. À un détail près, ce jeune père vient de fêter son 91e anniversaire. Et la petite Louisa Maria, fruit de son union avec sa compagne Aïcha, âgée de 39 ans, est son 7e enfant. Il a eu un garçon, aujourd'hui décédé, et 5 filles, dont la plus âgée a maintenant 60 ans, tous de mères différentes. 91 ans, est-ce que vous applaudissez ? C'est un âge presque prophétique pour être papa. Ouais, mais c'est... Alors, pour préciser, c'est l'information un peu drôle de la fin de semaine. Ouais. Vous allez avoir une vraie information, David Antonelli. Très bien. Une petite réaction tout de même. Ah ben ouais, non, comme vous dites, faut pas parler de prophétie, là. C'est le rêve de la science-fiction. Même. On va voir si on est dans le réel ou si... Mais il est en forme, hein. Vous allez voir des vidéos, il est bien en forme. Semblerait-il. Maintenant, une information plus sérieuse. Ouais. La communauté juive de Brighton et du reste du pays, en Angleterre, je parle donc, a été profondément indignée par un reportage de Sky News montrant des militants du mouvement Apartheid Free Zone en faisant du porte-à-porte pour inciter les habitants de Brighton à rejoindre leur campagne de boycott d'Israël. Les organisateurs ont catégoriquement nié tout caractère antisémite de leurs actions, tout en acceptant d'être qualifiés d'anti-sionistes et en décrivant le sionisme comme une idéologie d'apartheid. Ils font en fait du porte-à-porte. Et après, ils disent aux gens, il faut boycotter ce produit, il faut boycotter ça. Et ceux qui refusent ou n'acceptent pas d'écouter ou disent, je refuse de boycotter, ils les notent sur une petite liste. Ah ouais, tout à fait. Non, mais vous savez, Raphaël, n'en déplaise à M. Lefebvre, on est dans la même configuration au Royaume-Uni. L'Europe, en règle générale, est submergée par les masses islamiques. Et donc, malheureusement, ce sont ces masses-là. Et là, pour le coup, quand vous voyez la vidéo, ce n'est pas spécialement les masses islamiques. Hein. Je vous le dis, c'est des Britanniques de souche. Britanniques de souche, justement, sont dans un réflexe, Raphaël, sous l'impulsion de personnes qui sont connues, qu'on voit souvent, qui sont d'ailleurs pro-Israël, comme Tommy Robinson. Ils sont sur un réflexe, justement, identitaire, parce qu'ils sentent qu'ils sont envahis. Ils sentent qu'ils sont envahis, et cette haine qu'il y a, justement, en Angleterre aussi, contre les communautés juives. Avec la déclaration de Jim Ratcliffe. Oui. C'est quelque chose qui est c'est ça, l'essentialisation. Ceux qui essentialisent aujourd'hui, justement, ce sont ces masses islamiques. C'est dans les franges radicales de l'islam qu'on essentialise, qu'on pointe du doigt les juifs dans la rue. C'est eux qui font ça. C'est pas les gens qui sont chez eux dans leur pays depuis des siècles. C'est ça la réalité. Il faut pas tout transformer. Le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants des eurodéputés du Front National s'est achevé hier. En attendant le 7 juillet, date du verdict qui déterminera sa participation ou non à la présidentielle, la dirigeante du Rassemblement national va devoir ronger son frein. Cette affaire a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs, un peu provoque avec notre style dans SAS Débat. Marine Le Pen, la justice française a-t-elle flingué l'élection présidentielle ? Jean Messia a répondu oui, Raphaël Bécache a répondu non. SAS Débat, saison 1, épisode 60, face à face, numéro 2, c'est parti. Très joli écran vert pour introduire ce débat numéro 2. C'était le feu vert. Voilà, c'était le feu vert pour qu'on puisse démarrer.
On fait Il y a plein de surprises dans ce débat. Il y a toujours des surprises. Est-ce qu'on peut faire le petit split avec les deux débatteurs, s'il vous plaît? C'est Raphaël Bécache et Jean Messia. On va avoir le split dans mon oreillette, on me rassure. J'explique le concept. Vous allez pouvoir ensuite, chers téléspectateurs, voter sur le compte Instagram d'i24 News en français. La première question est déjà en ligne. Allez voter pour soutenir David Antonelli ou pour soutenir Marc Lefebvre. Nous donnerons les résultats à l'antenne lors de l'émission de lundi. Si vous dépassez votre minute, messieurs, vous connaissez le principe. Le buzzer qui est là, on respecte la minute de chacun. Tout le monde est prêt? Ouais. Je pense que j'ai bien ramé. Ça y est, j'ai réussi. Donc, qui commence? Bah oui, c'est Jean Messia qui commence. Jean Messia, c'est à vous. Ah, c'est parti. Les juges sont évidemment responsables d'un rebattage de cartes au sein de l'élection présidentielle, puisque s'ils décident d'aller jusqu'au bout et de rendre Marine Le Pen inéligible, par voie de conséquence, la configuration d'élection présidentielle que tout le monde s'imaginait, à savoir une Marine Le Pen candidate pour le Rassemblement national et en face d'autres candidats déjà déclarés, comme Bruno Retailleau là à l'instant, eh bien ce scénario-là ne sera plus le cas, ne sera plus valable. Maintenant, flinguer l'élection présidentielle sur le principe, non, parce que personne ne peut imaginer que le camp national, d'abord le camp national a d'autres candidats, Éric Zemmour notamment sera candidat pour Reconquête, et le Rassemblement national lui-même aura très probablement un autre candidat, en la personne de Jordan Bardella, si Marine Le Pen était empêchée. Donc il a flingué l'élection présidentielle dans les candidatures qui sont attendues, mais pas le principe de l'élection présidentielle lui-même. Oui, alors moi je voudrais d'abord rappeler le fait que c'est pas une nouveauté dans les élections présidentielles. On peut parler de Fillon, on peut parler de Sarkozy, on peut même parler de Strauss-Kahn. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la majorité des cas, que ce soit Fillon ou Sarkozy, ils ont finalement été condamnés. La meilleure manière pour éviter de flinguer des élections, c'est de ne pas avoir de casserole. Et là, il se trouve que Marine Le Pen en a une grosse et n'a même pas éprouvé de remords alors qu'elle a été trouvée comme coupable. Elle est là en train d'essayer de sortir de cela. Mais si on évite de frauder, si on ne vole pas l'argent des Français, on a plus de chances de gagner une élection. Ensuite, est-ce que ça va flinguer l'élection? Comme l'a dit Jean, il y a d'autres candidats et au final, on peut voir que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, les scores du Rassemblement national ne sont pas si changés que ça. Ça se joue à 1% par-ci, 1% par-là. De temps en temps, Bardella est même meilleur que Le Pen. Donc, ça ne flingue pas du tout l'élection. Et pour éviter d'avoir des problèmes judiciaires, ne volons pas. C'est le principe de la loi. Et ça vaut pour tous les Français, qu'ils soient candidats, citoyens. Il ne faut pas voler. C'est très simple, c'est écrit dans la Torah. Merci beaucoup, Raphaël Bécache, qui cite la Torah. Enfin, c'est appliqué à géométrie variable par la justice, hein, excusez-moi. Oui. David Antonelli, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean ou avec Raphaël sur ce flingage de cette élection présidentielle? Si Jordan Bardella peut se présenter, il se présentera sûrement, est-ce que ça changera vraiment la donne? Non, je ne pense pas qu'il y aura aussi. Je suis d'accord qu'il n'y aura pas forcément de flingage de l'élection présidentielle. Maintenant, il faudrait s'interroger aussi, et ça me rappelle quelque chose en Israël, c'est ce qu'on appelait le gouvernement des juges ou le pouvoir des juges. Est-ce qu'il y a véritablement... C'est l'ami de Jean Messia, hein, c'est Éric Zemmour qui a écrit un livre il y a une trentaine d'années sur ça, 40 ans peut-être. Oui, tout à fait. Mais on peut justement se poser la question parce que s'il y a véritablement une enquête et que Marine Le Pen est condamnée véritablement, voilà, sur quelque chose sur du vol, sur de l'escroquerie, ok, c'est normal, c'est la loi, comme vous l'avez évoqué. Mais maintenant, on n'en est pas là. Il me semble que je ne me trompe pas, on est très très loin d'avoir une condamnation. Ou là, on est elle a été jugée en appel, on attend la décision de l'appel qui sera le 7 juillet. Elle est condamnée en première instance. Première instance, donc attendons ensuite. Si ensuite il s'avère qu'elle sera condamnée, voilà. Ok, bon, c'est une affaire comme une autre. Vous préférez attendre l'appel avant de vous prononcer. Voilà. Marc Lefebvre. Marine Le Pen inéligible, est-ce que c'est... Juste, je peux intervenir là-dessus juste rapidement, Raphaël, si vous permettez. Rapidement. Et après Marc Lefebvre, alors. En fait, très rapidement, il y a deux choses. Il y a effectivement la condamnation de Marine Le Pen sur le fond et ensuite l'inéligibilité. Donc, elle peut ne pas être inéligible, ne pas être déclarée inéligible, mais être condamnée sur le fond quand même, ce qui équivaut
à quelque chose de très grave, puisque même si elle pourra se présenter aux élections, elle traînera quand même une condamnation pour détournement de fonds publics, et ses adversaires ne manqueront pas de lui remettre dans la figure à chaque fois qu'elle parlera. Bien sûr. Marc Lefebvre, Marine Le Pen potentiellement inéligible ou potentiellement pas candidate si elle est condamnée, mais pas condamnée à une peine d'éligibilité, comme vient de le dire Jean Messia. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas pour vous? Parce qu'on le voit, il y a quand même aussi ce qu'on appelle la vague Bardella qui, lui, est prêt à reprendre le flambeau. Vous savez, cette question ne m'intéresse pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir si Marine Le Pen est éligible ou pas éligible. Ce qui me préoccupe, c'est la montée des idées d'extrême droite au sein d'une société démocratique et qui mettent en danger la démocratie. Des idées françaises, il veut dire. En général, quand on vous coupe la parole, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. Donc, pas du tout. Les gens qui coupent la parole, en général, montrent leur insécurité par rapport à leurs opinions. Par rapport aux outrances qu'ils entendent, surtout. Pour terminer ce que je voulais dire, moi, je me place à un autre niveau. Je me place au niveau de la défense et du développement de l'esprit démocratique. L'esprit démocratique nécessite que les gens qui se présentent aux élections soient des gens qui respectent les lois, et ne les négligent pas et ne cherchent pas à les influencer en leur faveur. C'est tout. Merci à tous les quatre pour ce débat. D'abord, l'extrême droite n'existe pas en France. Juste une petite précision. Rapidement, aujourd'hui, en France, être d'extrême droite, c'est juste être français. C'est juste être français, vouloir le rester, en fait. C'est comme être raciste. Aujourd'hui, si vous refusez que votre pays devienne africain, vous êtes un raciste. On peut être français sans être d'extrême droite, quand même, monsieur. Aujourd'hui, non. Si vous êtes français et que vous voulez rester français, vous êtes d'extrême droite. On avance. Merci à tous les quatre pour ce débat et pour vos arguments lors de ce débat sur Marine Le Pen. Passons tout de suite à l'interview du tac au tac avec Julia Jakubowicz. Bonsoir Julia, merci d'avoir accepté notre invitation dans Ça se débat. Vous êtes la candidate UDR-RN pour la mairie du 9e arrondissement de Paris. Alors, pourquoi avez-vous choisi cette étiquette politique ? Merci à vous de me recevoir, Raphaël. Pendant des années, la droite, elle a préféré proprement perdre, entre guillemets, plutôt que de gagner en s'alliant. Je l'ai dit quand j'ai annoncé ma candidature, pour moi, le cordon sanitaire mitterrandien qui consiste à empêcher les différentes droites de s'allier est complètement fallacieux et insensé. Son unique effet a été de condamner, en effet, la droite à perdre depuis des années. Si vous voulez, ça fait des années que je suis révoltée par le fait qu'on trouve acceptable de s'allier avec des formations de gauche radicales et ambiguës, mais que dialoguer, par exemple, avec la droite nationale soit immédiatement disqualifiant. Ce deux poids, deux mesures me sidère. C'est un piège moral qui est tendu depuis des années à des millions d'électeurs qu'on rabâche à chaque élection avec le barrage républicain en tête, qui permet aux partis autoproclamés républicains de conserver leur poste et surtout que rien ne change dans le pays. Et moi, j'ai été admirative de la démarche des présidents Ciotti et Bardella et de leur courage de briser un tabou politique absolu et de se mettre en fait au service de plus grands qu'eux-mêmes. Et c'est pour cette raison que je suis à l'UDR. Voilà. Julia, rejoindre ce parti qui est lié au RN, c'est pas tabou pour des jeunes Français de confession juive ? Alors, je vous rassure, les Juifs de France, ils n'ont pas attendu ma candidature pour se tourner vers des partis de droite assumés et décomplexés. Pour moi, c'est le résultat d'un double facteur, en fait, d'une sorte de trajectoire croisée. C'est-à-dire, d'un côté, il y a l'abandon des problématiques qui sont liées à la communauté juive, comme la sécurité, la liberté de culte, le soutien à Israël, par les partis de centre et de gauche. Et d'un autre côté, la prise en compte de ces problématiques par les partis d'extrême droite. Pendant environ un demi-siècle, l'idée que le Rassemblement national, c'était la menace principale qui pesait sur la communauté juive de France, c'est un fait totalement incontestable. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui observent que la nature de la menace a évolué et c'est cette évolution qui les conduit à reconsidérer leurs repères politiques. Et donc, vous sentez ce basculement idéologique au sein de la communauté, des gens qui vous entourent, de vos proches, un basculement idéologique entre eux ? Parce qu'il y a le vote, mais il y a aussi le fait de candidater. C'est quand même différent, vous comprenez ? Mais aujourd'hui, bien sûr, mais aujourd'hui, si vous voulez, les Juifs le savent, les actes antisémites ne sont absolument pas commis par l'extrême droite. Ils sont commis par une frange de la population arabo-musulmane qui est excitée par la gauche et l'extrême gauche et ignorée par le centre et l'extrême centre. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas Éric Ciotti, c'est pas Marine Le Pen et c'est pas Jordan Bardella qui tuent des enfants juifs à bout portant dans une école à Toulouse. C'est pas eux qui canardent à la Kalachnikov dans les cafés parisiens. C'est pas eux qui empoisonnent le repas de Shabbat d'une famille juive à Paris. C'est pas eux qui demandent un cessez-le-feu à Gaza alors qu'il reste encore au moins 50 otages aux mains du Hamas.
voyez, c'est pas eux qui cautionnent Julien. le fait qu'au salon Eurosatori et au salon du Bourget, on interdise à des entreprises israéliennes d'exposer. Voilà, c'est pas eux. Julien. Et les Juifs l'ont bien vu. Julia, on va pas trahir un secret pour nos téléspectateurs. Vous êtes la nièce de l'illustre Alain Jakubowicz, illustre avocat, militant anti-RN, militant antiraciste, président d'honneur de la LICRA. Vous allez prendre cette question peut-être à la rigolade, mais j'imagine que vos dîners de famille sont assez agités en ce moment. Alors, merci pour cette question qui, je suis sûre, ne m'attirera absolument aucun ennui. Moi, je respecte le combat qui a été le sien pendant près d'un demi-siècle, qui était celui de l'extrême droite. C'était un combat qui était légitime et cohérent avec le contexte de son époque. Mais moi, je voudrais aujourd'hui qu'on me laisse mener le mien, qui est celui d'une autre époque avec une autre menace. Ce que je supporte plus, en revanche, c'est la morale qui est faite par les juifs de gauche et du centre aux juifs de droite. Je tolère plus les adeptes de la pensée unique, ceux qui refusent d'entendre des voix alternatives et qui distribuent les bons et les mauvais points et les brevets de respectabilité. Aucun camp ne détient le monopole de la morale juive. Les juifs, ils ont le droit d'évaluer par eux-mêmes quel parti est plus à même de s'occuper de leur sécurité. Ils refusent d'être instrumentalisés par des discours moralisateurs qui leur disent quel parti rallier ou pas. Et je voudrais juste vous donner 2 exemples. Par exemple, les fils de Mireille Knoll qui ont remercié Robert Ménard d'avoir baptisé le nom d'une allée au nom de Mireille Knoll, ou encore les Klarsfeld qui ont accepté des mains du maire de RN, Louis Alliot de Perpignan, la médaille de la ville. Est-ce qu'à eux aussi, on va leur donner des leçons sur l'antisémitisme et sur l'extrême droite, ou vous pensez que c'est un petit peu leur domaine? Moi, j'aurais aimé qu'ils fassent SAMU comme d'autres l'ont fait. Ça n'a pas été le cas, je le regrette, mais ce qui est sûr, c'est que les convictions politiques, elles se monnaient pas, malgré tout l'amour familial que je lui porte. Julia Jakubowicz, pourquoi, on a Jean Messia qui est avec nous en plateau, pourquoi n'avez-vous pas plutôt opté pour une candidature sous l'étiquette de Reconquête, et pourquoi avez-vous choisi l'UDR plutôt que Reconquête avec Sarah Knafo, qui est, on peut le dire incontestablement, une des figures phares de cette élection municipale? Alors, c'est une question qu'on me pose très régulièrement pendant cette campagne. Elle occupe une place importante dans cette campagne, c'est indéniable. Sa liste, et d'ailleurs la liste menée par Thierry Mariani, sont les 2 seuls aujourd'hui qui sont des listes de droite pour la mairie de Paris. Elle prône l'union des droites depuis des années, mais ça ne vous aura pas échappé que l'union des droites, elle ne s'est pas faite avec elle. Je suis aux côtés de l'UDR aujourd'hui qui m'a fait l'honneur de m'investir en tête de liste. Et jusqu'à présent, la seule formation qu'il a concrètement réalisée, cette union des droites, c'est pas Reconquête, c'est l'UDR à l'Assemblée nationale avec l'alliance effective du Rassemblement national. Et mon engagement en politique, il a été largement motivé par cette nécessité d'union des droites, mais j'espère sincèrement qu'un jour, elle se fera avec tous les partis qui se réclament réellement de la droite. Et je rappelle que vous êtes candidat dans le 9e arrondissement de Paris, et la tradition est pour le respect des autres candidats. Je rappelle le nom des autres candidats. Il y a Delphine Bourcly, France Audacieuse, Horizon, Sébastien Dulermo, Horizon, Ambla Fautra, la France Insoumise, et Camille Vizios Brami, pour l'Union de la gauche et des écologistes. Raphaël Bécache, je vous ai vu réagir pendant cette interview. Allez-y, je vous écoute. Moi, j'aurais une question. C'est Marion Maréchal vient de sortir un livre dans lequel elle parle avec amour et vraiment une sorte d'heureux rapport avec Jean-Marie Le Pen, que Julia dénonçait comme étant des responsables d'antisémitisme de ces 50 dernières années. Cette sortie de livre, elle a été accompagnée de Bardella, qui est le président du Rassemblement national. Comment on arrive à lier ces 2 choses-là, le fait que le Rassemblement national, d'il y a 50 ans, comme vous le dites, était antisémite, et qu'aujourd'hui, il y a encore une nostalgie de ce temps-là dans les leaders du Rassemblement national? Julien, on vous écoute. Alors, je ne suis pas sûre du tout qu'il y ait une nostalgie. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national affiche ostensiblement sa lutte contre l'antisémitisme, la visite des kibboutz après le 7 octobre, la visite de Yad Vashem. Je veux dire, ils ne sont pas obligés. Vous savez, même si tous les juifs de France votaient pour le Rassemblement national aujourd'hui, ça ne ferait basculer absolument aucune élection. Donc, dire que c'est un argument électoral, c'est arithmétiquement complètement faux. Jean Messia. Si le Rassemblement, si le FN de l'époque était antisémite, je ne crois pas qu'Éric Zemmour eût été l'ami de Jean-Marie Le Pen, auquel il assistait encore récemment à l'anniversaire. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a eu beaucoup de provocations antisémites. Le Jean-Marie Le Pen lui-même ne résume pas à lui tout seul le Front National et le Rassemblement National. On peut reprocher beaucoup de choses au Rassemblement National. Par exemple, de ne pas vouloir faire l'union des droites, parce que je vous entendais, madame, dire que l'UDR avait fait l'union des droites avec le Rassemblement national. C'est totalement faux. L'UDR a en réalité rallié le Rassemblement national. Il n'y a pas eu d'union, pas plus d'ailleurs que Marion Maréchal a fait l'union avec le Rassemblement national. Elle s'est ralliée.
Le Rassemblement national ne veut pas d'union au sens où on se met autour de la table, comme dans le spectre de gauche de la scène politique, où les gens viennent avec leur particularisme et leur identité politique spécifique pour faire une union de gouvernement sur les sujets qui les rassemblent. Le Rassemblement national veut des ralliements. Il veut des gens qui adhèrent au parti sans, respecter leur identité propre. Et je crois que l'UDR n'a aucune marge de manœuvre au plan du Rassemblement national à l'Assemblée. Donc ce n'est pas une union. La seule partie qui prône l'union, c'est Reconquête. En 15 secondes. En 15 secondes, je pense que je donne quand même raison sur le fait que, pour l'essentiel qui nous concerne par rapport à l'antisémitisme, je crois que le Rassemblement national l'a dit plusieurs fois, notamment souvent Julien Audoul qui vient sur ce plateau. Ils sont sans arrêt en défendant Israël, soit à l'Assemblée nationale, ils sont venus ici. Je crois qu'ils ont fait le ménage dans leur parti. On ne peut pas faire beaucoup plus. Merci beaucoup à tous les quatre et merci à vous, Julia Jakubowicz, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur i24 News. Ainsi s'achève cette émission. Merci David Antonelli, Raphaël Bécache, Marc Lefebvre et Jean Messia. Tout de suite, le journal de 22h présenté par Sandy Fortis. Pour la grande dernière de Sandy Fortis, restez avec nous. Et à 22h30, vous aurez rendez-vous avec le magazine de la rédaction de Chani Guidalia. Et dans le journal de Sandy Fortis, une interview d'Alexandre Arcadi pour commémorer les 20 ans de la mort d'Ilan Halimi. Bonne soirée sur i24 News.